Donc l'idée c'était de résumer ce qui s'est passé depuis un an, depuis Capitole du Libre dernier, en mettant l'accent sur quelques sujets, on pourra certainement pas tous les couvrir. Donc je suis Thomas, alors ça va être de plus en plus fort, je sais que c'est pas trop fort. Je travaille à Bootlin. On est une boîte d'ingénierie spécialisée en développement Linux embarqué et Zephyr. Donc on met en œuvre notamment Linux dans des plateformes embarquées. Donc c'est vrai que j'ai peut-être un biais. Moi, mon utilisation de Linux, c'est pas tellement sur un PC, c'est plutôt sur des plateformes et des systèmes embarqués. Donc on est une boîte avec un très fort focus open source. Beaucoup de mes collègues contribuent au noyau Linux de façon régulière, c'est-à-dire que toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, mes collègues envoient des patchs au noyau Linux et on a du code à nous dans toutes les releases du noyau Linux. Si ça vous intéresse, on a un stand dans le hall principal puisqu'on est sponsor de la conférence. À titre personnel, j'ai contribué au noyau Linux un peu plus de 900 patchs, moins maintenant, puisque mon rôle a évolué dans la structure, mais mes collègues continuent à porter le flambeau et à faire de nombreuses contributions, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je suis également un des cofondateurs de Tout Libre et du Capitole du Libre, et j'ai là aussi passé la main il y a de nombreuses années. Je suis très content de voir que la conférence se poursuit avec toujours autant de succès. Un petit peu de pub avant que je démarre le cœur de la conf, puisque si vous vous intéressez au noyau Linux, peut-être que le meet-up qu'on organise à peu près une fois par mois peut aussi vous intéresser. On organise avec Smile une fois par mois à peu près un meet-up juste à la cantine en face, en soirée, avec des présentations autour de l'embarqué au sens très large. Donc c'est souvent autour de Linux embarqué, mais ça peut être Zephyr, ça peut être des sujets plutôt orientés hardware, c'est vraiment des sujets un peu assez variés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le programme. On a une page sur LinkedIn avec les annonces des prochains meet-up. Et donc on a une prochaine date le 9 décembre. Et encore une fois, c'est juste en face de l'N7. Alors je me perds dans l'orientation de où est la cantine, mais juste en face de l'N7. Donc revenons au noyau Linux. Une petite timeline. Capitole du Libre, l'an dernier, c'était 16 et 17 novembre, et Linux 6.12 est sorti le 17 novembre, donc pendant Capitole du Libre l'an dernier. Donc ça tombait bien. On est maintenant donc le 15 novembre, donc à peu près un an après, ou presque exactement un an après, et on est à mi-chemin, peut-être même plus qu'à mi-chemin, de la release 6.18 du noyau Linux, qui devrait arriver aux alentours du 30 novembre. Alors j'ai mis la date en italique, parce qu'évidemment, comme ça c'est pas encore produit et que j'ai pas une boule de cristal, je peux pas être certain que ça va être le 30 novembre, mais mon petit doigt me dit qu'il y a des chances que ça soit autour de cette date-là. Alors pourquoi mon petit doigt me dit que ça risque d'être autour de cette date-là ? Parce que le cycle de développement du noyau Linux est devenu très très prédictible. C'est une organisation très bien rodée, même si finalement c'est pas une grosse boîte qui l'organise, c'est juste une communauté de développeurs. Ils sont très bien structurés et très bien organisés. Et on a une release noyau à peu près tous les 9 semaines. Vous voyez qu'il y a un cas où ça a duré 8 semaines, mais sinon toutes les 9 semaines on a une release du noyau Linux. Ces cycles de développement, chacun d'entre eux sont organisés en 2 phases principales. Une première phase de 2 semaines qui est une phase d'intégration, où les mainteneurs du noyau Linux vont aller envoyer à Linus Torvalds tous les changements qu'ils ont récupérés de la part de contributeurs pendant les dernières semaines, les derniers mois. Ils vont soumettre ça à Linus Torvalds qui va l'intégrer, faire une première release candidate, puis va s'en suivre une phase de 7 semaines du coup en général, de debug stabilisation, avec des release candidates publiées toutes les semaines, avec des correctifs de bugs. Puis une fois qu'on arrive à une release stable, on recommence le cycle, et puis vous voyez que ça se poursuit comme ça toutes les 9 semaines. Donc voilà, on va couvrir dans cette présentation des évolutions qui ont lieu entre 6.12 et 6.18. Alors des fois, je vais parler de peut-être quelques petites choses avant aussi, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'arrivent pas d'un coup, mais qui demandent beaucoup de travail de préparation et qui évoluent et qui mûrissent au cours du temps. Ces releases, elles ont en général lieu le dimanche. Torvalds a pour habitude de réaliser un dimanche. Il y a juste eu une fois où il s'est raté. Il s'est même excusé en public d'avoir raté la release le dimanche. Donc ça a été un lundi à la place, mais en dehors de ça, on voit quelque chose d'extrêmement régulier. L'autre dimension que je voulais mettre en avant ici, c'est la volumétrie de ces releases. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder également. Entre chaque release kernel, grosso modo, c'est à la louchette, si on fait une moyenne, 12 000, 12 500 commits pour chaque release kernel. Donc c'est juste gigantesque en termes de... Il faudrait diviser ça par le nombre de jours. Vous faites 9 semaines fois 7 jours. Vous regardez combien ça fait de commits par jour, mais c'est plusieurs centaines, je pense, de commits par jour. Donc évidemment, concrètement, c'est pas aussi linéaire. Cette première fenêtre de merge de 2 semaines, c'est là où la majorité des commits arrivent.
qui sont évidemment issus de travail préliminaire, de discussions sur les mailing lists. Et puis la phase de correction de bugs amène moins de commits. En tout cas, on espère qu'elles amènent moins de commits, sinon c'est qu'il y a un sérieux problème. Mais on voit une volumétrie de changement qui est quand même très importante et qui ralentit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de le kernel il est fini, il n'y a plus rien à faire. Ce chiffre de 10-12 000 commits, il est comme ça depuis peut-être une dizaine d'années, il n'a pas bougé, il est resté assez stable, que ce soit le nombre de commits, le nombre de développeurs. Alors c'est pas toujours les mêmes les développeurs, mais en nombre, ça reste relativement constant. Donc on est sur un projet qui est mûr en termes de cadence de développement, de rythme de développement, nombre de contributeurs, mais qui clairement ne ralentit pas et sur lequel il reste encore beaucoup de choses à faire. Et donc on va essayer de voir un petit peu certaines de ces choses. Donc j'ai choisi quelques sujets, et comme là c'est un petit peu, je reviens sur le challenge de faire cette présentation, j'ai du coup regardé ce qui était rentré en 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16. C'est énorme. Il y a juste, on pourrait faire 2 jours de présentation non-stop, on n'aurait pas fini, je pense. Donc j'étais obligé de faire une sélection de sujets totalement subjective. Donc je suis peut-être passé à côté de trucs vachement plus importants. J'ai essayé de prendre des sujets un petit peu core kernel, mais évidemment il y a plein d'autres choses qui se passent. Et notamment, une énorme fraction des modifications qui sont apportées sont liées au support hardware. Alors j'illustrerai quand même cette partie-là de façon un petit peu anecdotique dans mon talk, mais c'est pas très intéressant d'aller dire il y a un driver en plus pour le chip machin truc, il y a un autre driver en plus pour l'autre chip machin truc, ça ferait un talk pas très intéressant. Donc je me suis plutôt focalisé sur des thématiques un peu plus core kernel qui j'espère vont être plus intéressantes pour vous. Mais clairement, je vais pas pouvoir tout couvrir et donc j'espère que vous serez pas déçus par la sélection que je vous proposerai. Le premier sujet que je vais aborder, je pense que c'est le gros événement de l'année. C'est impossible de ne pas en parler dans une présentation qui couvre ce qui s'est passé dans le monde Linux au cours de l'année passée. C'est la finalisation de PreemptRT. Et donc là, vous voyez Thomas Gleichner qui tient dans sa main un bout de papier doré. Donc Thomas Gleichner, c'est le développeur kernel et mainteneur qui a, je vais dire l'idée, mais j'aurais aimé trouver un mot en français, qui a dirigé l'initiative PreemptRT depuis 20 ans à peu près, qui va remettre à Torvalds, donc qui est le monsieur plus petit au milieu, qui a pris un peu d'âge, j'avoue, depuis qu'il a envoyé en 91 son mail annonçant le projet kernel. Et donc il remet symboliquement la pull request de derniers changements qui vont activer PreemptRT dans le noyau Linux officiel. Alors je vous rassure, c'est pas comme ça qu'on fait pour la majorité des pull requests, on le fait par mail. On a quand même passé à des technos un peu plus efficaces que la remise d'un papier doré lors d'une présentation en physique. Mais bon, là, c'était un événement particulièrement important et symbolique. Alors, pourquoi c'est symbolique ? Parce que ça conclut 20 ans de travail pour rendre Linux capable de supporter des applications temps réel qui ont des besoins de garantie sur les temps de latence. Ça a été pendant... Alors pas tout à fait 20 ans parce qu'il y a des phases de maturation au départ, mais ça fait déjà 10-15 ans que PreemptRT était un patch qu'on pouvait appliquer sur le noyau Linux pour apporter ces aspects temps réel et qui était déjà utilisé dans l'industrie. Il y a de très nombreux produits embarqués qui mettent en œuvre PreemptRT depuis 5, 10, 15 ans en production, donc ça fonctionne, mais ça n'était pas encore intégré dans le noyau Linux officiel et 6.12 vient finaliser ça, même si évidemment c'est un travail qui n'est jamais terminé, il y a toujours des bugs, des améliorations à apporter, mais c'était un petit peu la touche finale qui était apportée à 6.12. Donc le temps réel, qu'est-ce que c'est ? Le temps réel, et pourquoi PreemptRT est temps réel ? Le temps réel, c'est des problématiques de préemption. C'est s'assurer que lorsqu'un événement se produit, un événement extérieur au système se produit, le système va être capable de réagir dans un temps qui est borné. Pourquoi ? Parce que si on ne réagit pas dans un temps borné, il va y avoir perte de vie humaine ou défaut de fonctionnement du système. C'est-à-dire que l'aspect correct n'est pas seulement lié à il faut le bon résultat, mais il faut le bon résultat dans un temps qui est bien déterminé. Historiquement, le noyau Linux n'est pas conçu comme un noyau qui résout les problématiques temps réel. Donc, avant le noyau Linux 2.6, il y avait seulement le code en espace utilisateur qui pouvait être préempté. C'est-à-dire que si vous avez une application qui s'exécute, elle consomme du temps CPU, il y a un événement extérieur qui se produit, on traite cette interruption, on schedule la tâche qui vient d'être réveillée et tout va bien. Par contre, si le noyau était en train d'exécuter du code côté noyau, il y a une interruption qui se produit à ce moment-là, on était capable de basculer sur une autre tâche qu'une fois qu'on avait terminé ce que le noyau faisait. Donc là, il y avait une latence
non déterministe. Donc le noyau 2.6 a déjà amélioré ça en intégrant la préemption au niveau noyau. Donc si le noyau est en train d'exécuter un appel système, on est capable de, si on reçoit une interruption qui réveille une tâche de plus haute priorité, lui passer la main. Mais il restait encore des zones dans le noyau Linux qui n'étaient pas préemptibles, durant lesquelles la préemption est désactivée. Donc s'il y a une interruption qui se produit, on réveille une tâche de plus haute priorité, on ne peut pas lui passer la main tout de suite, il faut revenir à ce qu'on était en train de faire, le finir. Alors c'était moins long qu'un appel système complet, mais ça restait quand même des sections de code potentiellement assez significatives et qui posent problème pour offrir des latences garanties. Et PréemptRT vient ajouter cet aspect, rendre le kernel entièrement préemptible, c'est-à-dire que toutes les zones du kernel sont préemptibles. En réalité, il en reste toujours, c'est impossible de ne pas avoir des zones préemptibles, mais elles sont beaucoup plus courtes, et en nombre beaucoup moins important et de façon beaucoup plus maîtrisée. Donc ça permet d'avoir des latences pire cas garanties, ce qui est ce qu'on souhaite quand on développe des systèmes temps réel. De façon un petit peu amusante, les derniers travaux avant le patch final, qui est en fait le patch final, si vous le regardez, il fait 3 lignes, il vient juste activer PréemptRT et rendre ça disponible sur x86, ARM et ARM64, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être ARM64 et RISC-V, je ne sais plus les 3 plateformes sur lesquelles ça a été activé de façon officielle. Mais les travaux juste précédant ça étaient liés à Printka, donc la primitive dans le noyau qui permet d'afficher des messages de log, qui posait des problèmes de préemption. Et il y a eu tout un travail assez complexe pour retravailler comment ce mécanisme de log fonctionnait pour le rendre préemptible. Un rappel, temps réel n'a rien à voir avec la performance. Donc si vous dites c'est cool, il y a PréemptRT, je vais mettre ça dans ma configuration noyau et mon PC va aller plus vite, vous allez être déçu. Il risque plutôt d'aller moins vite que plus vite. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais en gros quand on fait plus de préemption, on va changer plus souvent de contexte de tâches, donc on va passer plus de temps à faire des changements de contexte, on va passer moins de temps à exécuter du code utile. Donc en termes de bande passante, de débit utile de ce que fait votre processeur, en fait avec PréemptRT, il y aura moins de temps consacré à vos applications que quand on n'a pas la préemption. Donc si on veut plutôt, on a une charge de travail orientée serveur avec du calcul à réaliser, on va plutôt vouloir moins de préemption. Par contre, on fait un système embarqué qui a besoin de réagir à des événements et des stimuli extérieurs dans des temps bornés, on va vouloir de la préemption. Donc j'insiste sur la différence entre temps réel et performance, et PréemptRT ne va pas apporter plus de performance, va juste apporter des garanties sur des temps de réaction. J'ai fait un petit schéma qui essaie de résumer ce que fait PréemptRT. Donc sur la gauche du schéma, vous avez le comportement du noyau quand il est en mode PréemptRT full, c'est-à-dire le mode qui existait avant l'intégration de PréemptRT. Et on va voir dans la suite des slides qu'en fait il y a plusieurs autres modes de préemption qui existent. Et sur la droite, vous avez le comportement avec PréemptRT activé. Et j'ai pris 2 scénarios différents, en haut et en bas. Donc en haut, on a un scénario d'interruption. Donc le système a reçu une interruption, donc il exécute un gestionnaire pour cette interruption, interruption A, c'est la partie orange qui est en cours d'exécution. Et pendant l'exécution de ce gestionnaire d'interruption, donc c'est du code qui tourne sur votre CPU, il se trouve qu'il y a un autre événement qui arrive, une interruption B qui est plus importante, parce qu'elle signale quelque chose qui est critique pour votre système. Dans le mode sans préemption, on continue d'exécuter le gestionnaire d'interruption de A, et c'est une fois qu'il a terminé qu'on vient réactiver les interruptions et se faire « Ah, en fait, il y en a une autre qui s'est produite, l'interruption B, je vais la traiter ». En PréemptRT, alors il y a toute une mécanique d'exécution des gestionnaires d'interruption dans des threads. Donc on va être capable de les mettre en sommeil puis de les réveiller plus tard. Donc en fait, quand l'interruption B se produit, on va être capable de mettre le thread qui exécute l'interruption A de côté, passer la main à l'interruption B puisqu'elle est plus prioritaire, lui faire exécuter ce qu'elle a besoin de faire, puis on reviendra à A puisque c'est une tâche comme une autre, donc elle a été mise en sommeil, on vient la réveiller. Donc ça c'est pour le côté interruption. L'autre aspect, c'est sur les zones critiques dans le noyau qui sont protégées par des verrous qu'on appelle des spin locks. Donc je disais tout à l'heure que le 2.6 avait amené la préemption dans le noyau, sauf dans certaines zones, c'est celle-là. Quand on prend ce verrou, on vient désactiver la préemption quand on est en mode, je dirais, standard. Donc ça veut dire que s'il y a une interruption à ce moment-là, elle va se produire, c'est la petite zone violette ici, elle va réveiller une tâche de plus haute priorité, mais on ne va pas pouvoir basculer immédiatement dessus. Il faut terminer ce qu'on était en train de faire. Et une fois qu'on va relâcher ce verrou, on va pouvoir dire au scheduler, c'est bon, maintenant tu peux passer la main à cette tâche de plus haute priorité. Donc là aussi, on a une latence non déterministe qui va nous poser problème. Ce qu'apporte PréemptRT, c'est rendre préemptibles les zones de code protégées par un verrou de ce type-là, spinlock,
en les transformant en des mutex, grâce au fait que les interruptions sont dans des threads. Donc l'implémentation derrière est relativement élaborée, mais le résultat concret, c'est que lorsqu'on va avoir cette interruption qui va se produire, on va réveiller une tâche de priorité, on va pouvoir lui donner la main tout de suite. Donc on voit qu'en matière de comportement temps réel, on a amélioré les choses. Donc ça, c'était pour moi, quand j'ai vu les sujets, voilà, c'était celui qui évidemment sautait aux yeux, il fallait en parler. Préempter-T, c'est le gros changement qui va peut-être pas avoir un impact majeur sur l'utilisation d'un PC de travail de tous les jours, mais qui dans le monde de l'embarqué est un événement majeur. L'autre fonctionnalité qui m'a semblé intéressante à mentionner, c'est le concept de lazy preemption. Alors déjà, lazy, tous les trucs lazy, ça m'interpelle un peu puisque je le suis un petit peu. Donc je trouvais que c'était rigolo d'en parler. Donc le noyau Linux offre 4 modes de préemption. Ça permet de reboucler sur la discussion d'avant. Le mode pas de préemption, donc ça c'est le mode comme il existait avant le noyau 2.6, c'est-à-dire que si on est en user space, on peut préempter. Dès qu'on est en mode kernel, il faut exécuter le syscall jusqu'à la fin, et c'est à la fin du syscall qu'on peut passer la main à autre chose. Le mode volontaire, où il y a des points de préemption explicites dans le kernel. Donc si vous faites grep dans les sources du noyau, vous faites grep sur cond risked, c'est des points de rescheduling explicites, où on dit au système, à ce moment-là, c'est OK si tu passes la main à une autre tâche. Donc c'est pas n'importe quand, c'est juste à ces points précis. Et donc il y en a un certain nombre qui ont été ajoutés au cours du temps. Puis il y a preemptful, et puis plus récemment, preemptrt. Et en réalité, les distributions Linux, la plupart d'entre elles, quand vous installez un kernel Ubuntu, Fedora ou autre, le mode de préemption par défaut, c'est preempt voluntary. Pourquoi ? Pour privilégier plutôt la performance que la réactivité pour les applications temps réel. Vous voyez bien, ça reboucle aussi sur ma précision. Attention, temps réel et performance, c'est deux choses qui ne sont pas similaires, voire même qui sont opposées. Et ça se voit bien puisque les distros privilégient plutôt preempt voluntary plutôt qu'un autre mode de préemption. Le souci de ce preempt voluntary, c'est qu'il y a besoin de répartir ces petits conds risked un petit peu partout. Et d'un côté, ça pollue le code, puis il faut en mettre pas trop, mais il faut en mettre assez, et ils sont pas toujours au bon endroit, etc. Donc ils ont cherché, ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut pas essayer de faire un peu mieux que ça ? Et c'est là que lazy preemption est arrivé. En fait, il fallait trouver un mode finalement intermédiaire entre il n'y a pas de préemption et il y a de la préemption tout le temps. Quand on a le mode full preemption, dès qu'il y a une tâche de plus haute priorité qui est réveillée, il y a un petit flag qui est mis, et ce flag, il est vérifié à chaque tick du scheduler, à chaque fois qu'on revient d'un appel système vers l'espace utilisateur, à chaque fois qu'on revient d'une interrupt. Donc il y a plein d'occasions où il est regardé, et finalement ça fait trop de préemption. Alors c'est bien quand on est dans un système temps réel, mais dans un système où on va chercher à optimiser plutôt la bande passante, le débit, ça va pas être favorable. Donc l'idée de la lazy preemption, c'est d'avoir un flag séparé. Quand on réveille une tâche de plus haute priorité, on va mettre ce flag, c'est genre, j'aimerais bien qu'il y ait de la préemption dans pas trop longtemps, mais bon, si c'est pas immédiat, c'est pas très grave. Et en fait, ce flag va être promu en flag, je veux qu'il y ait de la préemption au prochain tick de scheduler. Donc, tant qu'il n'y a pas un prochain tick de scheduler, on dit, pas encore de préemption, mais au prochain tick de scheduler, c'est une espèce de borne temporelle qui est pas trop loin, mais pas trop proche non plus, pour aller faire de la préemption. Par contre, pour les tâches dans les classes d'ordonnancement temps réel, on garde la préemption efficace, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la lazy preemption. Donc ça permet de mixer un comportement de préemption assez souple pour les tâches normales et de garder le comportement temps réel pour les tâches temps réel. Donc ça fait un combo des deux mondes qui est assez intéressant. Donc ça a été déployé au fil des dernières release kernel, donc ce nouveau mode de préemption. Il n'est pas encore actif sur toutes les architectures, il y a besoin d'un petit peu de code, architecture spécifique, mais c'est en train de se déployer. Donc c'est intéressant de voir que ce sujet préemption, au-delà de preempter-T, continue d'évoluer également. Je change complètement de sujet, évidemment, puisque ça va dans toutes les directions, le kernel, et je veux évoquer IBPF, qui date pas du tout de cette période de kernel 6.12 à 6.18, mais qui a continué à évoluer et qui est quand même un des sujets chauds de l'écosystème Linux. Donc, ça veut dire Extended BPF, c'est une évolution de BPF, qui veut dire Berkeley Packet Filter, qui a été initialement un mécanisme mis en place pour faire du filtrage de paquets réseau. Le fonctionnement de IBPF et l'idée, c'est d'avoir une espèce de petite machine virtuelle dans le noyau Linux capable d'exécuter du code qui est soumis par des applications utilisateurs, et ce code va être exécuté à des points précis du noyau. Donc on va être capable de dire quand tel événement se produit dans le noyau, genre je reçois un paquet réseau, exécute ce petit bout de code
qui va pouvoir, dans le kernel directement, réagir à l'événement, réception d'un paquet réseau, pour le rejeter, l'accepter, le modifier, peut-être loguer des choses. Donc on va pouvoir ajuster le comportement du noyau sans modifier le noyau lui-même, et ce, au runtime, sans rebooter, sans risque de causer de crash, parce que le code en question, il est vérifié avant d'être accepté par le kernel. Donc ça a été initialement développé plutôt par les gens du réseau, donc ça vient de BPF, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects réseau, mais en fait ça a été étendu à plein d'autres sous-systèmes du noyau. Et il y a aussi beaucoup d'utilisation dans tout ce qui est monitoring, debug, profiling, donc comprendre les problèmes de performance et des aspects sécurité, c'est-à-dire pouvoir réagir. Ah, il se passe ça dans le système, ben, j'accepte ou je refuse l'action qui est en train de se dérouler dans le système. Donc ça permet de faire plein de trucs custom, et il y a plein de gens qui veulent faire des trucs custom autour du noyau Linux, et IBPF est un peu le... Encore, je vais utiliser un barbarisme anglais horrible, mais le enabler de faire toutes ces choses un petit peu personnalisées. Un schéma que j'ai vampirisé de mon collègue Alexis, qui résume un petit peu la chose. Donc ça permet d'écrire du code, de le compiler dans un format objet dédié. Donc c'est comme si c'était une architecture nouvelle, finalement une architecture CPU un peu nouvelle, qui a ses propres registres, ses propres instructions. Et il y a un appel système BPF qui va permettre de charger ce programme dans le noyau. Il va être vérifié qu'il se termine, qu'il ne cause pas de crash, etc. Il y a tout un tas de vérifications qui sont faites. Et puis ce programme va s'exécuter sur événement. Donc on va s'attacher à des événements dans le noyau, ça va exécuter le code en question. Et ce code va avoir la possibilité d'échanger des données avec l'espace utilisateur par des maps, donc de la mémoire partagée avec l'espace utilisateur, pour récupérer de l'info ou redonner de l'info au noyau, pour faire des actions tout à fait custom. Et j'expliquerai un exemple un peu plus tard. Donc c'est un IBPF, quelque chose qui a évolué entre 6.12 et 6.8, ça existait déjà, et ici j'ai retracé un petit peu certaines des améliorations qui ont été apportées, je ne vais pas toutes les détailler. L'une d'entre elles en 6.12, SCEDExt, dont je vais reparler, qui va permettre d'illustrer un cas concret d'utilisation de IBPF. Et on voit d'autres améliorations, je pense en 6.13 par exemple, il y a eu des améliorations qui permettent depuis IBPF d'avoir l'état de l'allocateur SLAM, donc c'est l'allocateur mémoire dans le noyau Linux. Donc si on a besoin de faire des mesures de ce qui s'est passé en termes d'allocation mémoire, ben maintenant on a plus de visibilité depuis un programme IBPF. On peut maintenant, depuis un programme IBPF, envoyer un signal à un process. On va pouvoir désactiver les interruptions, les réactiver, on va pouvoir obtenir des timestamps plus précis. Ils ont amélioré la vérification des programmes avec les boucles, c'est la problématique de vérifier qu'un programme se termine. C'est une problématique complexe. Des améliorations dans le locking, voilà, plein de choses qui se sont améliorées. On peut implémenter alors comment est-ce qu'on va traduire ça en français ? Des politiques de régulation du trafic, ça je vais réussir à traduire ça en français, dans la stack réseau en IBPF. Jusque-là, c'était fait en C, en dur dans le kernel, avec des politiques qui marchent bien pour des use cases généraux, mais qui, pour des cas particuliers, peuvent ne pas bien fonctionner. Donc on peut écrire la sienne et l'injecter comme un programme IBPF dans le noyau. On peut signer les programmes IBPF maintenant pour les aspects sécurité. Voilà, plein de choses qui évoluent, on voit bien que c'est un domaine très en évolution importante. Si ça vous intéresse, petite pub donc pour mon collègue Alexis, de qui j'ai vampirisé le diagramme, et mon collègue Maxime qui est ici, qui vont faire animer demain à 10h30 un workshop sur IBPF. Donc si vous voulez apprendre à mettre en place IBPF sur votre machine, à écrire votre premier programme IBPF et écrire un filtreur de pub réseau comme un programme IBPF, vous pouvez vous rendre demain à 10h30 à leur atelier. Je continue sur IBPF en illustrant une fonctionnalité qui a été ajoutée grâce à IBPF, c'est SCEDExt. Ça a fait du drama assez significatif dans la communauté Linux, puisque SCEDExt permet l'implémentation de schedulers, d'ordonnanceurs, par des programmes IBPF. Jusque-là, l'ordonnanceur du noyau Linux, en réalité, il est découpé en plusieurs parties selon la politique d'ordonnancement des tâches. Il y a une partie qui s'occupe des tâches non réelles, une partie qui s'occupe des tâches dans la classe deadline, une partie qui s'occupe des tâches normales, des processus classiques qui tournent dans votre système. Mais tout était codé en dur, entre guillemets, en C dans le noyau. Et il y avait un désir d'avoir la possibilité d'injecter un scheduler custom pour répondre à des cas d'utilisation précis. Par exemple, les gens de Valve sur Steam, ils ont développé des schedulers adaptés au gaming qui vont répondre précisément à ce besoin-là. Ils seront probablement beaucoup moins bons de façon générale, mais pour ce cas d'utilisation précis, ils apportent des choses intéressantes. Et donc, il y a une nouvelle classe d'ordonnancement, SCEDExt,
dans lequel on va pouvoir mettre ces processus, ceux dont on souhaite qu'ils soient gérés par cet ordonnanceur implémenté en IBPF. Et en termes de priorité, ça se situe entre la classe idle, donc les process qui font rien, et la classe d'ordonnancement des process normaux. Et ça va permettre de donner la main à des process dont la politique d'ordonnancement va être traitée par un scheduler que vous décidez. Donc vous allez pouvoir écrire avec ce mécanisme-là un programme IBPF qui doit comporter un certain nombre de callbacks qui vont être appelés par le noyau Linux quand il y a des nouvelles tâches qui sont créées, des tâches qui sont détruites, quand il y a différents événements qui se passent en termes d'ordonnancement. Et c'est lui qui va avoir la main pour dire moi je veux que ce soit cette tâche-là ou cette tâche-là ou cette tâche-là qui soit schedulée sur le processeur. Donc ça donne la main à quelque chose qui est en dehors du noyau Linux lui-même. Et comme je le disais, ça a été assez controversé. Il y avait quand même beaucoup de mainteneurs du scheduler qui disaient non, il ne faut pas faire ce genre de truc, ça va ouvrir la porte à des schedulers propriétaires, etc. Ce qui est pas faux. Mais au final, ça a fini par être mergé par Torvalds après quand même d'âpres discussions. Et donc aujourd'hui, c'est mis en œuvre par des gens comme Valve pour Steam, mais aussi dans le data center où ils ont des charges de travail très spécifiques, une machine qui ne fait qu'une opération, mais de façon complètement récurrente. On est capable de prédire quelles vont être les tâches qui vont être exécutées, et donc on va pouvoir avoir un ordonnanceur beaucoup plus pertinent pour ce cas-là. Encore une fois, il va être beaucoup moins bon dans le cas général. Ce que fait l'ordonnanceur du noyau Linux, c'est essayer d'être bon dans le cas général, mais peut-être il y a des cas spécifiques où il ne va pas être aussi bon qu'un ordonnanceur dédié. Autre sujet qui a évolué, toujours sur l'ordonnancement, l'ordonnanceur pour les tâches normales, donc tous les process que vous lancez, là que vous êtes dans votre shell, vous lancez des process, ils se retrouvent dans cette classe sched normal. Donc depuis 2.6.23, il y avait un ordonnanceur qui s'appelait CFS pour Completely Fair Scheduler, donc un scheduler qui essaye d'être fair, donc juste, entre tous les process, et il s'est trouvé que son implémentation posait des problèmes pour les tâches qui sont sensibles à la latence, alors sans aller jusqu'à des problématiques temps réel. Quand on est un utilisateur d'une machine, il y a des process de fond, et il y en a où on a besoin de réactivité, on clique sur quelque chose, ou on a une vidéo qui se décode, ou des choses comme ça, on a des problématiques de latence, et il y avait des cas un peu pathologiques où CFS n'était pas extraordinaire sur ces tâches un peu qui sont courtes, elles ont besoin d'exécuter peu de code, mais par contre il faut qu'ils s'exécutent rapidement après un événement, sinon l'utilisateur le ressent. Et donc il y a eu des travaux qui ont été faits pour remplacer cet ordonnanceur qui s'occupe des tâches normales et implémenter une politique qui s'appelle EEVDF, donc Earliest Eligible Virtual Deadline First. C'est issu d'un papier de recherche de 95, donc c'est assez rigolo de voir qu'un papier de recherche de 95 se retrouve implémenté de façon concrète dans un OS en production quasi 30 ans plus tard. Je trouve ça assez fascinant, mais quand même que ça arrive, c'est-à-dire que c'est pas juste de la recherche pour de la recherche, ça se retrouve appliqué, même si c'est des décennies plus tard. Donc ça a été introduit en 6.6, mais il y a eu beaucoup de travaux qui sont poursuivis jusqu'en 6.12, et c'est un peu 6.12 qui marque le oui, ça y est, EEVDF est effectivement activé. Alors le concept, c'est des politiques d'ordonnancement, donc c'est toujours compliqué. C'est de diviser le temps CPU dispo entre les tâches disponibles pour que ça soit juste. Ça c'est le principe. Si vous avez 4 tâches à la même priorité, idéalement on veut qu'elles aient chacune 25% du temps processeur. Intuitivement ça paraît cohérent. Et pour gérer ça, le scheduler maintient cette notion de virtual runtime, donc temps d'exécution virtuel. Ça représente le temps qu'aurait dû avoir la tâche dans une situation parfaite, et le temps d'exécution réel, c'est-à-dire le temps que la tâche réellement a eu en raison des événements d'ordonnancement, des interruptions, des préemptions, etc. On va peut-être pas, si on n'a que 4 tâches qui s'exécutent, avoir chacun 25%, mais en général, il va passer beaucoup d'autres événements dans le système qui vont faire que ce scénario idéal va pas se produire. Et donc l'ordonnanceur maintient la différence entre les deux, c'est-à-dire à quel point on est loin de cet idéal, et donc ils appellent ça le lag. Et donc les tâches vont être éligibles si le lag est égal à 0 ou positif. C'est-à-dire qu'en gros, si on est en retard par rapport à l'idéal qui aurait dû se produire. Et il construit une deadline virtuelle qui est le temps qui reste dans la time slice de la tâche et le moment à laquelle elle va être éligible. Et il prend la première deadline, d'où le nom Earliest Eligible Deadline. Et ça permet d'aboutir à un comportement qui va être favorable aux tâches qui vont avoir besoin de temps d'exécution court
et donc privilégier les tâches, être réactif sur les tâches à temps d'exécution court et améliorer la latence pour ces tâches-là, sans dégrader pour autant l'ordonnancement des tâches de fond qui consomment du temps CPU, à qui il faut donner beaucoup de temps CPU, mais qui ont moins besoin de réactivité. Donc ils ont trouvé qu'il y avait un comportement meilleur avec ce scheduler EVDF. Donc voilà, sans le savoir, vous mettez à jour votre Ubuntu d'une version X à une autre, boum, tout le scheduler dans le kernel, il a changé. Et il y a normalement un impact positif, en tout cas on l'espère, mais qui est le plus transparent possible. Autre sujet que je veux évoquer rapidement, IO Uring. Alors c'est pas vraiment nouveau entre 6.12 et 6.18, mais ça continue à évoluer. Je trouve que c'est un peu dans la même philo que IBPF, une techno qui est en expansion. Donc le concept habituel d'un OS Unix et donc Linux, c'est ce concept d'appel système. J'écris du code en espace utilisateur, j'ai besoin de faire appel au système pour faire quelque chose, ouvrir un fichier, lire un fichier, recevoir un paquet réseau, je fais un appel système, puis je reçois le résultat et je fais des choses et je refais un appel système. Ça marche bien, c'est un paradigme qui existe depuis 50, 60 ans, voire plus, ça a fait ses preuves, mais ça a ses limites dans les applications haute performance où ce coût de faire un appel système pour chaque opération d'entrée-sortie commence à peser. Et donc, IO Uring est un mécanisme qui a été mis en place pour faire de l'IO asynchrone, mais en fait maintenant c'est plus que de l'IO, c'est à peu près n'importe quelle opération kernel de façon asynchrone. Et la façon dont ça marche, c'est que les applications utilisateurs qui veulent utiliser ce mécanisme vont mettre en place des ring buffers partagés entre l'application et le kernel. Un ring buffer dans un sens, un ring buffer dans l'autre. Donc un ring buffer qui permet de soumettre au kernel des opérations à réaliser, et un ring buffer qui permet de récupérer les résultats de ces opérations. Donc c'est sur mon schéma ici respectivement la submission queue, je soumets des opérations à faire au kernel, et une completion queue. Et dans cette submission queue, on va pouvoir mettre des structures de données qui répondent des opérations identifiées par un opcode. Donc je veux lire un fichier, je veux écrire un fichier, je veux ouvrir un fichier, je veux envoyer un message sur une socket, je veux accepter une connexion, etc. Et on va pouvoir les chaîner. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs opérations dans le pipe, et donc le kernel, une fois qu'on va relancer le traitement des requêtes qu'il y a dans la submission queue, il n'y a plus d'intervention de l'application espace utilisateur. Donc on peut enchaîner. C'est comme si on enchaînait plusieurs syscalls sans revenir en user space à chaque fois. Et puis on peut collecter tous les résultats, puisque pour chaque élément qu'on met dans la submission queue, il y aura un résultat dans la completion queue qui permettra de voir le résultat de l'opération. Est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle a échoué, récupérer les données correspondantes, etc. Donc on va pouvoir écrire des applications beaucoup plus optimisées. Alors c'est beaucoup plus complexe à écrire comme paradigme, parce que le paradigme synchrone des appels système, c'est quand même très sympa. Là, c'est beaucoup plus élaboré, mais voilà, si on veut faire un serveur web très performant, une application qui fait des I/O, une base de données plus performante, ça peut être intéressant. Donc il y a plein d'opcodes, je les ai mis comme ça en vrac exprès pour un peu montrer. Donc il y a des choses pour lire, écrire, accepter, pour envoyer des paquets, pour mapper de la mémoire, enfin vraiment plein d'opérations qu'on va pouvoir enchaîner les unes avec les autres. Donc c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre, mais c'est très intéressant. Et donc ça a évolué de 6.12 à 6.18. On peut avoir des timeouts absolus, il y a des nouvelles commandes qui sont ajoutées, des mécanismes de réception de données, zéro copie, on peut récupérer des événements ePOL, il y a une meilleure intégration avec les Linux Security Modules pour mieux valider, ça a été un petit peu un des soucis de IO Uring, c'est que c'est une nouvelle interface mais qui ouvre la porte à plein de nouvelles possibilités, et donc en termes de sécu, il faut faire attention. Donc il y a meilleure intégration pour pouvoir mieux valider quelles opérations sont soumises dans un ring IO Uring. On peut créer des pipes. On voit que c'est un sujet qui continue d'évoluer au fil des releases kernel. Autre sujet à côté duquel je ne peux pas passer, Rust dans le noyau Linux. Donc le noyau Linux est implémenté en C avec un peu d'assembleur saupoudré ici ou là, mais c'est quand même essentiellement du C, et ça ne vous a pas échappé, à moins que vous viviez sous un rocher, que ces dernières années, Rust est devenu quelque chose qui est considéré de façon assez sérieuse par le noyau Linux. Beaucoup de débats dans la communauté de noyau Linux. Il faut voir qu'ici, on n'est pas sur un nouveau projet qui démarrait de rien avec une communauté dans laquelle il y a un consensus sur les choix techniques qui ont été faits. On est sur un projet existant, établi, qui est là depuis 30 ans, avec des développeurs, une communauté en place, des mainteneurs en place, qui connaissent la base de code, qui connaissent leur langage. Et donc forcément des débats plus délicats que lorsqu'on démarre un nouveau projet où les choix techniques ils sont là, et les gens qui rejoignent le projet ils sont déjà d'accord avec ces choix techniques, sinon ils ne rejoindraient pas le projet. Là on est dans une situation plus compliquée, c'est normal. Donc il y a évidemment des gens qui sont très en faveur, des gens qui sont très contre.
ou des gens qui sont sceptiques. Évidemment, un des enjeux majeurs, c'est l'enjeu des compétences. Il y a des développeurs qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui connaissent très bien le C, qui connaissent leur base de code, qui sont capables de relire des drivers, d'évaluer le code, etc. On leur demande du jour au lendemain de passer sur un langage non trivial, différent. Il faut l'apprendre, il faut le maîtriser. C'est pas évident. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même globalement un Torvalds qui est plutôt en faveur de... Alors je ne sais pas si lui il le considère comme une expérimentation ou pas, mais en tout cas en faveur de laisser le champ libre à ce champ d'exploration. Donc au fil des dernières releases, la quantité de code Rust dans le noyau a grandi. On est passé de 76 fichiers en Rust en 6.12 à 242. Alors il y a, je crois, à peu près 40 000 fichiers dans le kernel, quelque chose comme ça. Donc on est encore très loin d'une domination de Rust dans le noyau, mais ça a quand même à peu près triplé, ou un peu plus que triplé, la quantité en nombre de fichiers, qui est une métrique pifométrique. J'espère que vous accepterez cette métrique-là comme une approximation de la progression de Rust dans le kernel. Je disais 40 000, 62 000 fichiers, donc j'étais encore loin du compte. Donc beaucoup de choses ont été apportées dans le support Rust Linux entre 6.12 et 6.18, et en fait on est passé entre 6.12 et 6.18, donc dans l'année écoulée, d'un état où on pouvait juste faire genre du code de démo à un état où on peut faire des vrais drivers qui font des vrais trucs en Rust. Donc c'est quand même assez significatif comme delta. Donc j'ai résumé un petit peu ici ce qui s'est passé. Il y a des nouveaux binding Rust pour les listes chaînées, les arbres, pour des fonctionnalités de sécu, pour des structures de données VFS, pour les événements de traces, pour pouvoir faire des MISC devices, un nouvel allocateur de mémoire, des bindings pour les drivers PCI, drivers platform, pour ce qui est device tree. Et un 6.14, Greg Cash, qui est, je pense, quand même relativement aussi en faveur de Rust dans le noyau, disait on est presque au point de pouvoir écrire un vrai driver en Rust. Donc c'était 6.14, effectivement, ça s'est produit peu de temps après. Des abstractions pour les timers haute résolution, le DMA, config.fs, le power management. Enfin, vous voyez que ça a beaucoup évolué pour le système de régulateur, interagir avec de la mémoire d'IO pour pouvoir interagir avec des périphériques et plein d'autres choses qui ont été ajoutées au fil des releases. Quasiment à chaque release, il y a des nouvelles intégrations entre les API existantes du kernel et le monde Rust qui progressivement permettent d'écrire des drivers, et donc aujourd'hui on se retrouve, en tout cas pour ce que j'ai pu trouver, avec 5 drivers en Rust dans le kernel officiel. Un driver pour les GPU NVIDIA qui sont basés sur GSP, qui est une des dernières générations de GPU NVIDIA. Un driver pour des GPU de ARM, donc là aussi c'est dans leur dernière génération. Et il me semble que en tout cas pour Nova Core, le driver en Rust est la seule implémentation existante. C'est pas comme s'il y avait une implémentation en C et une réimplémentation en Rust. Là, il n'y a qu'une implémentation en Rust qui existe. Le binder, qui est le mécanisme de communication interprocessus utilisé dans Android, qui est néanmoins intégré au noyau Linux officiel, a été réécrit en Rust. Et là, on est sur un cas où il y a les deux. Il y a le code en C qui existe et qui existe toujours. Il y a finalement une réimplémentation en Rust qui est dispo. Il y a aussi des drivers de PHY Ethernet qui ont été écrits en Rust. Et je crois que pour l'un d'entre eux, il n'existe qu'en Rust également. Donc là, c'est des relativement petits drivers. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le code. Je me dis, c'est pour donner une idée pour les gens qui font du C comme moi. À quoi ça ressemble le Rust. Bon, voilà, ça ressemble à du code un peu lisible, pas complètement non plus pour des gens qui ne sont pas familiers avec le Rust. Et donc, on peut mesurer cet enjeu de changement des compétences des mainteneurs, des développeurs kernel, pour aller vers un nouveau langage qui est quand même significativement différent des langages qu'ils ont eu l'habitude de manipuler. Donc voilà, Rust, sujet important dans le monde du noyau. L'autre sujet où je ne pouvais pas passer à côté, l'IA, évidemment. Il faut que tous les talks qui parlent un peu d'IA un minimum. Donc il y a évidemment plein de discussions dans la communauté du noyau, plus ou moins chaudes, autour de l'utilisation de l'IA pour le développement du noyau. Donc concrètement, c'est déjà utilisé. Au moins pour deux choses, peut-être pour d'autres, parce que je ne sais pas si j'ai pu observer tout ce qui se passait autour de l'IA dans le noyau, mais de façon visible et clairement assumée. Des mécanismes de détection de commits qui peuvent être des fixes,
puisqu'il y a toute une problématique de maintenance dans le noyau Linux, donc identifier quels changements sont des correctifs qui doivent être backportés dans des releases antérieures. Et donc là, comme il y a énormément de commits, il y a un travail énorme d'identification, et donc il y a des tentatives d'essayer d'automatiser, de faciliter, d'améliorer ce travail en utilisant de l'IA. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça peut faire partie du débat. Et puis, il y a certains sous-systèmes qui ont mis en place de la revue de code. Donc, sur les mailing lists, si vous envoyez un patch, vous pouvez recevoir un mail qui vous dit voilà, je suis une IA, j'ai relu ton patch, voilà ce qui va pas dedans. Voilà. Mais au moins, c'est assumé que c'est une IA qui l'a écrit. Donc, après, on peut faire ce qu'on veut avec les commentaires. Mais c'est déjà en place. Et il y a des propositions en cours d'intégration de fichiers de configuration pour des agents IA pour aider au développement de code kernel, pour aller expliquer à des agents IA quelles sont les bonnes pratiques, quel est le coding style, quelles sont les attentes, etc. Qui sont proposés avec voilà, tous les débats qui peuvent en découler. Avec l'idée d'identifier clairement les commits qui ont été co-développés avec de l'IA, donc avec genre des tags style co-developed by, pour vraiment marquer, c'est pas que moi qui l'a écrit, je me suis fait aider de tel ou tel agent IA. Et ça va clairement être un sujet de discussion qui est prévu pour une conférence importante de la communauté kernel à la fin de l'année, Linux Plumbers, où ces propositions n'ont pas encore été intégrées dans l'attente de discussions en personne à cette conférence. Donc clairement un sujet, je pense, qui va continuer à bouger sur l'année à venir. Sur le côté support hardware, j'ai fait un truc rigolo, donc c'est illisible, c'est un peu l'intention, ne cherchez pas à lire tout le texte. C'était pour vous montrer à quel point c'était impossible de vous résumer les changements en termes de support hardware. Donc là, j'ai pris 2 slides pour résumer qu'est-ce qui a été ajouté comme support hardware juste dans la release Linux 6.18. J'ai pas pris 6.12 à 6.8, là j'ai pris juste une release, qui n'est pas encore publiée d'ailleurs, la 6.18, mais on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, ça c'est le nouveau matériel supporté dans une release kernel, pour donner une idée du nombre de drivers, parce que chaque élément là, de la liste, c'est un driver à chaque fois. Donc c'est quand même assez significatif la quantité de changements et de codes qui sont nécessaires pour supporter la variété de matériel qui existe. Il m'a semblé intéressant de mettre un peu en avant ce qu'on fait nous, à Bootlin, en termes de contribution, entre ces 6.12 et 6.18, donc j'en ai pris 3. Nous, on contribue, comme je disais, à chaque release kernel. Vous avez un peu les chiffres là, donc on a à peu près une centaine de commits dans chaque release de noyau Linux. Et puis on a des ingénieurs dans notre équipe qui sont également mainteneurs dans le noyau Linux, donc qui s'occupent pas uniquement d'écrire du code et de le contribuer, mais de relire les codes des autres et de l'intégrer. Donc sur la colonne de droite, les merges, c'est le code qui a été relu et intégré par des ingénieurs de chez nous qui font partie de l'équipe de mainteneurs. Et donc on fait partie des 25 à 30 boîtes qui contribuent le plus au noyau Linux en nombre de commits. Après, c'est une métrique qui vaut ce qu'elle vaut, mais on est très actif dans ce domaine-là. Premier exemple, on a travaillé sur le sujet du support Power over Ethernet, donc cette possibilité qui existe de transmettre du courant par des câbles Ethernet, donc c'est un standard 802.3 quelque chose, comme tous les standards réseau. Et il n'y avait pas de support dans le noyau Linux pour ce standard-là. Donc on a eu du financement d'un projet de la Linux Foundation qui s'appelle Dent, qui a dit voilà, ça manque, à cause de ce manque, les fabricants de matériel, ils font chacun un truc dans leur coin qui n'est pas standard, qui n'est pas upstream, c'est pas idéal. Il faudrait un truc upstream standardisé. Et donc c'est ce qu'on a développé. Donc c'est mon collègue Cory, qui était quelque part au fond de la salle tout à l'heure, qui a développé ça et qui a été intégré brique par brique. Ça, c'est une bonne illustration aussi du process de développement dans le kernel. Il y a rarement des choses qui arrivent bam d'un coup. C'est très incrémental. Donc il y a une première brique en 6.10, une deuxième brique en 6.11, puis une brique plus difficile qui a été intégrée qu'en 6.17, puis encore des améliorations. Alors j'ai mis 6.19, c'était peut-être 6.18, je me suis peut-être trompé là. Donc on voit que c'est très incrémental, les travaux, et ça permet de contrôler des chips qui vont donner du courant à des équipements qui sont connectés par exemple à un switch Ethernet, et il y a une négociation qui se passe, et donc il y a des drivers qui ont été écrits par nous et par d'autres personnes de la communauté. Donc ça, c'était un des intérêts de l'aspect développement communautaire. On a fait un début, et ça a lancé un mouvement où d'autres personnes se sont mises à contribuer. Donc on a développé des drivers, un sous-système dans le noyau qui expose une interface user space qui permet des applications d'aller contrôler l'alimentation, d'éteindre, d'allumer, de voir quelle est la consommation par port, etc. Donc tout ce qu'on veut faire avec du Power over Ethernet. Deuxième exemple plus orienté juste driver hardware. On a un de nos clients qui utilisait un chip spécifique, Maxim Mac 7360, qui fait plein de choses.
Keypad Matrix, des GPIO, Rotary Encoder, des PWM, et il n'y avait pas du tout de support dans le noyau Linux. Donc là, on a un de nos collègues qui a écrit tous les drivers pour chacune des fonctionnalités, un driver chapeau au-dessus, et tout ça a été intégré dans le noyau Linux 6.18. Donc ça, c'est quelque chose qui a été également fait par nous. Travail réalisé par monsieur juste au premier rang. Donc voilà, si vous voulez rencontrer des développeurs kernel, il y en a dans la salle. On a un de nos clients français qui produit un dispositif utilisé dans le contrôle du trafic aérien, donc pour permettre aux gens dans les tours de contrôle et dans les centres de contrôle de trafic aérien d'échanger de la communication audio et des données par réseau. Donc un équipement assez ancien qui est en production depuis 15, peut-être 20 ans même, je ne sais pas exactement. Pour donner une idée de l'âge, la plateforme matérielle, c'est un processeur PowerPC de 32 bits avec 32 mégas de RAM, donc ça vous resitue ça un peu dans l'historique de la technologie. Mais bien que l'équipement soit ancien, il est toujours utilisé, il y a besoin de le maintenir, il y a besoin d'avoir un kernel à jour pour avoir des mises à jour de sécurité. Et aujourd'hui plus le cas, mais au moment où ils nous ont contactés, ils avaient toute une partie de leur code noyau qui était ce qu'on appelle out of tree, donc pas intégré dans le noyau Linux officiel, et donc ils devaient à chaque mise à jour prendre tout ce bout de code-là et l'adapter aux changements qui avaient lieu dans le noyau, donc un effort substantiel et récurrent à chaque fois qu'ils voulaient faire une mise à jour. Et en plus, tout leur code n'utilisait pas les interfaces standards du noyau Linux, donc c'était pas juste une question de je le prends, je le jette dans les mailing lists et hop, la communauté va l'accepter. Il y avait un énorme travail de réarchitecture, de voir quel sous-système dans le noyau colle pour telle fonctionnalité, quel autre sous-système il faut écrire pour telle autre fonctionnalité. Donc ça, c'est le travail qui a été réalisé donc par mon collègue. J'ai un hardware assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas chercher à faire ça, mais il y a eu un développement de 10 ou 11 drivers, un nouveau sous-système, pour gérer plusieurs codecs audio branchés ensemble sur un bus commun, des framers qui injectent des données qui viennent de ce bus audio sur des lignes qu'on appelle E1, qui est une ancienne techno de communication, mais toujours utilisée dans le contrôle trafic aérien. Donc là, il y a du travail d'architecture, d'implémentation, ensuite de négociation avec les mainteneurs kernel pour faire rentrer tout ça. Donc c'est un travail là aussi. Alors j'ai plus la timeline de release par release, mais ça s'est étalé de 6.6 et 6.12. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple. C'était un peu la fin de ces travaux. Donc ça a pris 1 an et demi, 2 ans pour faire rentrer ça dans le noyau. Donc voilà, un nouveau sous-système, 11 nouveaux drivers, 123 patchs, 12 000 lignes de code intégrées. Voilà le genre de choses qui passe un peu sous les radars, évidemment, parce que c'est du matériel très spécifique, mais ça fait partie quand vous voyez les 11 000 commits du noyau, il y a ces trucs obscurs aussi, qui font partie des 11 000 ou 12 000 commits du noyau, qui sont peut-être moins connus et moins clairs, mais qui font partie de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner des équipements embarqués aujourd'hui. Pour conclure, du coup, plein de choses dans le monde du noyau, et j'ai vraiment, encore une fois, j'avais pris les articles LWN publiés pour chaque release, et c'était un déchirement de devoir faire un choix, est-ce que je parle de ça, ou plutôt de ça, etc. Donc j'ai clairement couvert, mais une fraction infime de ce qui s'est produit, mais il se passe plein de choses assez fascinantes, et plein de choses compliquées aussi. Se tenir à jour de tout est impossible. J'espérais en faisant ce talk me tenir moi-même à jour et c'est difficile de se tenir à jour. La meilleure ressource, LWN, Linux Weekly News, si vraiment vous voulez suivre un peu ce qui se passe dans le monde du néo-Linux, je vous conseille de lire ce site qui publie clairement les meilleurs articles sur le sujet, c'est la référence, au point que les gens dans les commentaires, c'est les développeurs et les mainteneurs du noyau Linux qui viennent commenter les articles qui parlent du travail qu'ils ont fait, qui apportent des précisions, voire qui débattent, donc c'est vraiment un lieu où même les échanges, ce qui est rare aujourd'hui, des échanges de qualité dans des commentaires, dans des forums, c'est difficile à trouver. Mais sur LWN, on le trouve. Kernel Newbies produit aussi des pages pour chaque release du kernel qui sont des bons résumés intéressants. Voilà les ressources que moi je trouve les plus intéressantes pour en tout cas avoir une vue avec un peu de hauteur sur ce qui se passe dans le monde du noyau. Voilà, j'ai du temps, je crois, pour des questions, un petit peu. Donc on a quelques minutes, puis je crois que c'est la pause déjeuner de toute façon, donc on peut déborder légèrement. Ouais, est-ce que vous avez des questions? Oui, Mickaël? Des prédictions pour l'année à venir? Non. Je crois que même Torvalds ne fait pas de prédictions non plus, donc la roadmap du noyau Linux, c'est ce qui est contribué. Ah oui, prédiction pour l'année à venir, voilà la question. Plus de Rust, voilà, je vais faire les prédictions faciles. Hein. Une release toutes les 9 semaines. Pour l'IA, je ne sais pas si je vais dire plus d'IA. En tout cas, des débats autour de l'IA. Ça, là, c'est facile aussi, je ne me mouille pas trop.
Après, pour le reste, c'est dur de dire. Plus de drivers, je me mouille pas trop non plus. Après, pour les sujets, je trouve ça assez fascinant. Il y a un sujet que j'ai pas évoqué, j'avais hésité à l'évoquer. Je trouve qu'aussi la gestion mémoire continue d'évoluer, le concept de folio. On manipule la mémoire par unité de page de 4K depuis 30 ans, ou même plus que ça. Et en fait, cette unité, elle est devenue un peu petite et par rapport au flux de données qu'on traite aujourd'hui. Et donc, réaliser des opérations toujours sur des pages de 4K, ça commence à devenir un peu lourd en termes de performance dans le kernel. Donc, il y a cette, j'allais dire tentative, mais c'est plus qu'une tentative où ça en est, mais c'est le concept de regrouper les pages ensemble pour pouvoir faire des opérations sur des groupes de pages qu'on appelle des folios. Et donc, exécuter des opérations, plutôt que de les faire sur 16 pages de 4K, je le fais sur un groupe d'une folio de 16 pages de 4K. Donc il y a aussi cette évolution-là dans la gestion mémoire qui est en cours et qui est un process, c'est au long cours parce que ça prend énormément de temps de gérer ce genre de modifications. Et qu'il y a ça, je pense, qui va continuer à évoluer. Et certainement plein d'autres choses. J'ai pas couvert le drame BKHFS, il y a encore plein d'autres choses qui pourraient être couvertes. Qu'est-ce que je pense du travail d'upstream des drivers pour les Mac pour n'ayant pas suivi le sujet, j'en pense rien. Voilà. C'est très bien que des gens fassent du support upstream pour des plateformes, même pour lesquelles il n'y a pas de support du fabricant de matériel. Donc je ne peux que soutenir ce genre d'initiative. Après, je ne suis pas d'assez près pour commenter précisément où ils en sont, est-ce que ça avance, est-ce que ça va bien. Je sais qu'il y a aussi du drama dans cet écosystème-là, assez significatif. Mais il y en a aussi dans d'autres domaines. Voilà, mais je ne suis pas d'assez près pour commenter plus que ça. Oui ? Une question un peu plus méta. Vous avez dit que grosso modo, Linus Torvalds, c'est lui qui joue un peu le gatekeeper de l'ensemble des communautés qui empêchent. Est-ce qu'il y a des discussions sur qu'est-ce qui se passera quand ils ne sont plus dans l'équation, qu'on anticipe déjà, parce que c'est quand même assez âgé. Donc la question, Torvalds continue d'être celui qui merge les pull requests, qui est un peu le gatekeeper de la communauté. Qu'est-ce qui se passe s'il passe sous un bus ? Très clairement, il y a des discussions internes qui ne sont pas forcément explicites, mais on peut assez facilement lire entre les lignes qui va s'occuper de prendre la relève s'il passe sous un bus. Et d'ailleurs, ce qui a déjà pris la relève de Torvalds à un moment donné où il a fait je ne sais pas si c'est un burn-out, mais un semi-mise de côté de la communauté parce qu'il avait été un peu... il avait eu des comportements un peu trop agressifs et on lui avait demandé un peu de se mettre en retrait. Et Greg Cash avait pris le relais et il y a fort à parier que ce serait lui qui prendrait le relais. En tout cas, si c'était aujourd'hui qu'il passe un bus, si c'est dans 10 ans, je peux pas dire. C'est quand même un projet qui est, je pense, robuste en termes de résilience vu le nombre de personnes qui travaillent dessus. Je n'ai pas tellement d'inquiétude sur. Torvalds continue de jouer un rôle très important, mais en même temps, il n'est pas non plus irremplaçable, je pense. Et il y a des gens qui sont là depuis assez longtemps pour comprendre l'écosystème, d'avoir des liens avec les mainteneurs, comprendre les enjeux et être capable de jouer le rôle que joue aujourd'hui Torvalds. Après, est-ce que ce sera pareil ? Non, mais c'est pas parce que c'est pas pareil que c'est pas moins bien. Ça peut être juste différent. Voilà. Donc je pense que la relève, elle est là, elle est suffisante. Ouais. Oui. Donc la question, je vais essayer de la résumer. Donc il y a des drivers qui commencent à être intégrés en Rust dans le Linux. Il y a aussi des OS entièrement en Rust. Alors je crois que ça citait Redox, je crois, c'est ça, mais il y en a également d'autres qui sont en Rust dès l'origine. Et est-ce qu'il y a une possibilité de réutiliser de drivers dans un sens ou dans l'autre ? Pour avoir suivi un peu ce concept d'essayer de réutiliser des drivers entre OS, pour tout ce que j'ai vu, c'est relativement un échec, la réutilisation de drivers entre OS. Ça se produit un peu... peut-être du code BSD qui des fois est utilisé. Il y a de la réutilisation entre le kernel et des bootloaders, ça se fait quand même assez. Mais il faut quand même que les paradigmes des sous-systèmes en dessous soient relativement similaires pour que ça marche.
Parce qu'un driver, c'est pas juste du code qui est écrit dans des registres, c'est quand même du code qui fait de l'adaptation entre une abstraction fournie par un OS et ce que fait le hardware, et fait le matching d'impédance entre les deux. Et du coup, si les abstractions offertes par l'OS sont pas les mêmes, ou si les API fournies sont pas les mêmes, ça va être difficile de réutiliser le driver. Donc je trouve que ça paraît très beau sur le papier, et après dans l'exécution concrète, ça me paraît plus délicat, et je connais pas vraiment d'initiative de vraiment grande ampleur où ça s'est produit de façon systématique. Et je pense pas que le fait que ce soit en Rust, que le langage soit vraiment aide particulièrement là-dedans. Je veux dire, il y a plein d'OS en C depuis très longtemps, et pourtant il n'y a pas énormément de réutilisation parce que c'est pas tellement le langage l'enjeu, c'est plutôt quelle abstraction on a. On arrive à la dernière question, Thomas. Alors, le remarque de Thomas, c'est s'il y a de la documentation dans le code, ça permet de faciliter la réécriture d'un autre driver à côté. Oui, c'est sûr. Donc, Thomas mentionne des entreprises qui font des couches d'abstraction entre différents OS pour qu'ensuite il y ait du code au-dessus qui est indépendant de l'OS. Effectivement, en tout cas pour ce qui concerne Noyo Linux, ce genre de code se fait systématiquement jeter. Ils ne veulent pas de couche d'abstraction parce que le code doit être écrit pour fonctionner sur Noyo Linux et uniquement sur Noyo Linux, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Mais effectivement, c'est une approche qu'ont certaines boîtes, mais qui ne marche pas trop bien avec les bonnes pratiques qui existent dans, en tout cas, la communauté upstream du noyau Linux. On était arrivé du coup à la dernière question. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une bonne conférence. N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on fait à Bootlin. Merci, bonne conférence à tous.